Vous vous apprêtez à écouter un podcast de Frank le Dédomiseur. Frank a démarré son podcast il y a plus de 3 ans. Si vous allez sur votre plateforme de podcast préférée, vous aurez accès à plus de 100 épisodes. Je vous suggère fortement de vous abonner à sa chaîne. C'est une machine, vous le savez, du contenu de philosophie extrêmement intéressant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur dont j'ai déjà parlé à un moment donné je vous avais parlé d'un petit livre qui est écrit qui s'appelle « Contre la philosophie universitaire », mais je vais revenir aujourd'hui avec un autre de ces petits bouquins qu'il a écrit. Il s'agit de Arthur Schopenhauer. Donc, ceux qui connaissent un peu l'histoire de la philosophie connaissent cet auteur-là. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que c'est un auteur assez méconnu, mais qui a influencé tellement de monde. Notamment, c'est le maître à penser de Nietzsche, premièrement, qui était le philosophe peut-être le plus influent je dirais de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, mais certainement au 20e siècle, c'est Nietzsche qui était l'auteur le plus influent, même s'il est mort, en fait, je pense même en 1900, précisément. Donc, Arthur Schopenhauer, je vous présente sa bio. Je présente tout le temps la bio des gens parce que c'est important de comprendre d'où les gens partent et pour comprendre leur point de vue et dans quel contexte ça s'inscrit. Puis lui, dans son cas, à lui, il a une biographie assez particulière. Ce qui rend le personnage quand même assez... parce que on dit souvent quand on cherche sur lui que c'est un philosophe pessimiste. Vous allez comprendre avec ce qui s'est passé dans sa vie, avec la situation familiale, etc. Vous allez comprendre un peu plus pourquoi c'est comme ça. Donc, j'y vais par ordre chronologique. Je pense que ça aide plus à comprendre. L'histoire commence en 1766. Naissance dans la ville de Danzig de Johanna Henriette Trosenier, fille de Christian Heinrich Trosenier, un marchand et un négociant. Donc, Johanna, ça va être la mère de Arthur Schopenhauer. Elle a un nom à consonance française. Je pense qu'elle l'était d'ailleurs de par ses parents à elle, mais je pense qu'elle ne parlait pas vraiment le français. En tout cas, c'était pas sa langue maternelle. En 1785, à 19 ans, cette femme-là va se marier. On dit dans les notes biographiques sans amour. C'est quand même important parce qu'elle va être un peu dans une espèce de mariage arrangé avec un bonhomme qui s'appelle Heinrich Florich Schopenhauer, qui lui a en fait 39 ans. Il est 20 ans plus vieux qu'elle et c'est un riche négociant de la ville de Danzig. À l'époque, on dit négociant pour être un marchand, quelqu'un qui est dans le commerce. 3 ans plus tard, en 1788, on a la naissance d'Arthur. Arthur vit une enfance un peu, je dirais, sans rien de spectaculaire. À l'âge de 9 ans, en 1797, on va le placer en pension chez un ami du père qui reste à Havre et on va lui apprendre le français. Son père fait ça parce qu'il dit qu'à l'époque, on est encore à l'époque où la France joue un rôle très important dans le monde. Donc, si vous avez bien suivi les dates, Arthur Schopenhauer naît 1 an avant la Révolution française. Donc, c'est quand même une époque où la France rayonne, je dirais, en Europe. Donc, si on veut faire du commerce à très haut niveau, faut au moins avoir une connaissance minimale du français. Avec cette deuxième famille-là, Arthur passe du très bon temps. Il va visiter l'Europe et il va s'initier un peu à la vie intellectuelle très jeune avec cette famille-là, qui sont des gens très cultivés. C'est là, en fait, qu'il se dit qu'il veut rien savoir de la vie auquel son père le destine. Il veut pas faire des études de commerce comme son père. Il se passe quelques années, 1803, l'année 1803-1804, Arthur est toujours pas allé en école de commerce, il voyage plutôt en Europe, il va aux Pays-Bas, mais aussi en Angleterre, où c'est quand même assez marquant, ça. Il assiste à Londres à une exécution publique. On faisait ça dans le temps, là, la peine de mort, c'était public, là. Comme le dit l'expression, on l'a pendu en place publique. Ça va le marquer quand même assez particulièrement.
Il va faire aussi un séjour à Paris, donc il va s'installer là pendant un certain temps et il va rencontrer le premier consul de France, c'est-à-dire un certain Napoléon Bonaparte. Pourquoi on dit consul? C'est que, bref, l'histoire de la politique française, j'y reviendrai pas, c'est tellement complexe. Il y a la Révolution française, l'instauration d'une espèce de monarchie constitutionnelle. On abolit ça on coupe la tête du roi, ça devient une république, et finalement, il y a un gouvernement de consulat ou du consulat qui forme la République française là, entre 1799 et 1804, avant que Napoléon se proclame empereur. Donc, il va le rencontrer. Pourquoi? Parce que sa famille d'adoption, sa famille, en fait, maternelle, ou disons sa famille d'origine, ce sont des gens qui sont dans un peu le jet set de l'époque, c'est-à-dire qui côtoient les grands de ce monde. En 1805, le père continue à faire pression sur lui, puis il va finalement céder. Il entreprend des études commerciales qui sont tellement souhaitées par la famille. Le père veut qu'il reprenne le commerce. Bref, c'est des histoires que vous avez un peu déjà entendues. C'était comme ça aussi à l'époque. 1806, l'année suivante, coup de tonnerre dans la famille, le père se suicide. Il existe assez peu de documentation là-dessus. On parle d'un climat de mésentente intense dans la famille. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que je vous disais que c'était important. 20 ans auparavant, quand le bonhomme se marie avec Johanna, on dit que c'est un mariage sans amour. Donc, c'est un climat assez particulier. Schopenhauer en parle des fois dans ses lettres. Il dit que le climat familial est très malsain, qu'il en fait, il n'aime pas vraiment ses parents, il ne comprend pas trop ce qu'ils font ensemble. Donc, c'est un événement qui va le marquer, en fait, pour toute sa vie, cette histoire-là de son père qui se suicide. Il va avoir une opinion assez négative, en fait, des relations. Ça va même l'amener dans un petit livre qui est... en fait, à l'époque, c'était pas un livre, c'est un bout d'un de ses ouvrages. Qui a été réédité sous forme d'un livre. Ils vont même parler là-dedans que la nature des humains, c'est plutôt de vivre dans un genre de polygamie. Puis ça, je pense que cette position-là lui vient directement du père et de la mère, qui bref, c'est un peu un désastre, tout ça. De 1807 à 1810, il fait un accord avec sa mère. Maintenant que le père est décédé, il laisse tomber les études commerciales, donc parce qu'il n'en avait rien à foutre. Et il rentre à l'université où il va étudier, entre autres, l'anatomie, la psychiatrie, la zoologie, la médecine, bref, une espèce de formation généraliste comme il en existait plusieurs à l'époque. Donc un genre de bac en sciences, là, si on peut mettre ça dans les mots d'aujourd'hui. 1810, il commence des études en philo. Il découvre Kant et Platon, donc deux philosophes très importants. Kant, philosophe qui, lui, est presque contemporain, donc qui est philosophe marquant du 18e siècle. Platon, philosophe grec très important. Je pense que c'est le philosophe Whitehead qui disait que la philosophie occidentale, c'était l'histoire des notes de bas de page à propos de Platon. Donc, c'est quand même assez... particulier, puis marqué. En fait, c'est très révélateur de l'importance de ces deux auteurs-là. Il va suivre aussi à l'université les cours d'un monsieur qui s'appelle Fichte, donc qui est un peu oublié aujourd'hui, mais c'est un philosophe quand même assez marquant de son époque, là, dans ce qu'on appelait les néo-kantiens. Schopenhauer dit en fait dans un de ses livres qui s'appelle Le monde comme volonté et représentation, il disait des choses qui me donnaient envie de lui mettre un pistolet sur la gorge. Donc ça, c'est son style très particulier. Là, en fait, Schopenhauer, il y a un côté qu'on a une sympathie naturelle pour lui quand on le lit, parce qu'il y a tellement des formulations qu'on n'est pas habitué d'entendre de la part d'intellectuels. Puis ça revient souvent, ce genre de truc-là. Ah, j'étais à telle place, j'avais envie de mettre une balle dans la tête à telle autre personne. Il y a toutes sortes de formulations un peu. Tu te dis, oh my God, c'est très humour noir, je pense. À moins qu'on le prenne vraiment au premier degré, mais je pense que c'est un peu son genre d'humour.
1813, il revient à Weimar où la famille avait élu domicile alors que lui était parti en pension au Havre. Et là, il découvre que sa mère a un amant. En fait, il n'est pas certain, mais il y a un bonhomme qui est là, puis il dit ouais, ça ressemble pas mal au nouveau chum de ma mère. Il se chicane avec le bonhomme et donc, par extension, il finit par se chicaner avec elle, qui l'accuse d'être, je le cite, une veuve joyeuse. Le mois de juin de cette année-là, en fait, il y a la guerre entre Napoléon et l'Allemagne. Pendant ce temps-là, lui, il soutient sa thèse de doctorat. Au mois de novembre, ils vont rencontrer l'écrivain Goethe et suite à cette rencontre-là qu'ils ont eue ensemble, il va écrire une espèce d'essai sur les couleurs qui se voulait un genre de patente là, pour faire compétition à ce que Newton avait écrit à propos du même sujet. Il se chicane à nouveau avec sa mère dans la même année et finalement il quitte la demeure familiale et on dit qu'il ne reverra jamais sa mère et sa sœur parce qu'il y avait une sœur, je pense, plus jeune que lui. Il va quitter la demeure familiale puis il ne les reverra jamais. L'année suivante, il commence à écrire son livre principal, Le monde comme volonté, comme représentation. J'ai le livre ici, c'est une brique monumentale. Ça fait au-dessus de 1000 pages, écrit très, très petit. En fait, à la base, je pense que c'était deux livres, donc Le monde comme volonté, Le monde comme représentation. Et finalement, ça a été... il a pris la décision de mettre ça en un seul livre, mais c'est monstrueux. Puis, comme je disais un peu dans le podcast que j'avais fait sur la pensée systémique, c'est un livre. Je peux pas aller dans le détail de toute la pensée de Schopenhauer, mais bref, c'est un livre qui vous ouvrez à peu près par n'importe quel chapitre, par n'importe quelle question, parce qu'il y a un côté un peu thématique, là, il parle de plein d'affaires là-dedans, et peu importe où vous arrivez toujours au même concept, c'est toujours la même idée fondamentale qui est celle de la volonté. Donc, c'est quoi la volonté pour Schopenhauer? Si on le met dans des mots pour que tout le monde comprenne, c'est un peu comme l'énergie, par exemple, ou le principe de vie, ou ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Donc, dans le fond, il y a une espèce de principe un peu là, ésotérique là-dedans, ou métaphysique, si vous voulez, puis ça s'appelle la volonté. D'autres appelleraient ça l'énergie, la pulsion de vivre. Nietzsche va appeler ça la volonté de vivre. Bref, c'est ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. C'est ce qui fait que les arbres poussent, c'est ce qui fait que l'herbe pousse, c'est ce qui fait que les animaux vivent. Bref, c'est un espèce de principe universel. D'autres appelleraient ça la matière, etc. Mais je ne rentrerai pas trop dans le détail de ça parce qu'on commence à être dans la philosophie plus compliquée. 2 ans après avoir commencé son projet, il arrive toutes sortes d'histoires. Il déménage en Italie, puis il va mettre enceinte la femme de ménage. Bref, sa vie... en dehors de sa philosophie très pessimiste, ce qui arrive, c'est que sa vie personnelle à lui l'est aussi. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. En fait, il y a des enfants, mais que vous comprendrez que comme c'est à l'époque, tu mets enceinte la femme de ménage, elle se barre puis elle garde l'enfant pour elle. Puis lui, il n'y a techniquement pas d'enfant, là. Donc, c'est une vie assez particulière. Il se promène d'un pays à l'autre. De 1819, il revient en Allemagne et c'est là qu'il commence une carrière de professeur à l'université de Berlin. Il va choisir de faire ses cours à la même heure qu'un autre philosophe, mais lui extrêmement connu, qui s'appelle Hegel. Et lui, à cause de ça, sa classe est vide, parce que tout le monde est dans la classe de Hegel, et ça lui met le feu au derrière. 1827, il décide, parce que là, il est écœuré d'être dans l'ombre de Hegel, il décide de chercher un poste dans le sud de l'Allemagne sans succès. Finalement, vers 1830-1831, il s'installe à Francfort et on dit qu'il renoue un peu avec sa mère et sa sœur, mais par correspondance seulement, et puis on n'est pas certain du temps que ça va durer, tout ça. Il vit dans un petit appartement avec son chien et à l'époque, on appelait ça une gouvernante, là, bref, sa femme de ménage. 1838, la mère décède. Il l'a pas revu depuis début 1800 quand il s'est sauvé de la maison familiale parce qu'il n'en pouvait plus de la mère.
De 1843 à 1851, on arrive plus vers la fin de sa vie. Arthur essaie de faire décoller son livre. Les ventes sont assez mauvaises. Il ne comprend pas pourquoi. Lui, il pense qu'il est le plus grand génie. Il pense que Hegel, c'est un escroc. Tous les autres, c'est des escrocs. Lui, il est l'esprit par excellence de la philosophie moderne, mais ces trucs ne fonctionnent pas vraiment. Il sort un deuxième petit livre qui est en fait un recueil de toutes sortes de textes qui n'ont pas été retenu pour le premier, qui s'appelle Parerga et Paralipomena. Donc, c'est une expression latine qui veut dire, en gros, le restant, là, les restes, les miettes et le restant. Donc, c'est un petit recueil de textes puis de réflexions. 1853, il arrive vers la fin de sa vie. C'est là qu'il commence à avoir un peu de notoriété. Il y a même quelques disciples qui vont tourner autour de lui puis qui vont être assez impressionnés par lui. En 1859, il va publier la 3e édition de son livre principal. Là, c'est là, je vous dis, il commence vraiment à être plus connu, puis on commence à reconnaître ses écrits, puis sa qualité d'auteur. Mais malheureusement pour lui, il ne jouit pas très longtemps de cette popularité-là, parce qu'en 1860, le 21 septembre, il décède à l'âge de 72 ans. Donc, pourquoi on parle de lui aujourd'hui, c'est qu'il a écrit un petit texte très amusant qui, je pense, fait partie à l'origine des Parerga, mais ça a été rédigé vers 1830, mais publié juste après sa mort en 1864. Donc, non, effectivement, c'est comme un genre de texte un peu oublié qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison ». Moi, ce petit texte-là, quand je suis tombé dessus la première fois, il m'a toujours fait rire. J'ai toujours trouvé ça intéressant. C'est un texte qui est en même temps, je dirais, technique ou pragmatique, mais en même temps qui est sarcastique. C'est-à-dire que Schopenhauer, là-dedans, en même temps qu'il donne vraiment des techniques pour avoir toujours raison, il les donne en se disant dans le but de montrer que c'est un peu ridicule, en fait, les types d'arguments qu'ils utilisent pour avoir raison, puis il explique la mécanique derrière le fait pour moi, c'est ça qui m'intéresse, il explique vraiment la mécanique derrière l'idée que les gens veulent toujours avoir raison dans un débat. Il explique pourquoi on débat, pourquoi on s'en prend les uns aux autres, alors que des fois même on a les mêmes idées sans trop s'en rendre compte, ou on sait qu'on a tort alors qu'on pense que l'autre a raison, mais on va quand même débattre. Mais il essaie d'expliquer un peu tout ça là-dedans. Donc il expose une série de stratagèmes qui permettent de l'emporter dans des débats. Lui, à l'époque, il utilisait le mot controverse, mais c'est un débat. Il dit tout ça, ça se passe indépendamment de la vérité du point de vue qu'on soutient. Donc, dans son texte, si vous le lisez, il utilise deux termes qui vous sont peut-être pas familiers, la dialectique et la logique. Bref, le raisonnement logique, c'est par exemple basé sur des principes élémentaires. On ne peut pas être en même temps quelque chose et son contraire. La fenêtre ne peut pas être ouverte et fermée en même temps. On comprend l'idée? Donc les règles élémentaires de la logique, je ne m'attarderai pas trop là-dedans parce que ça va être long. Et la dialectique, c'est l'art du discours, c'est l'art de débattre soit de manière logique ou de manière non logique. Donc c'est deux mots qui ont quand même un sens, mais bref, c'est pour vous les expliquer un peu si jamais vous lisez le petit texte. Ça part d'un constat assez simple. Il dit on peut avoir objectivement raison au regard du débat en lui-même, mais tort aux yeux de ceux qui sont présents, parfois même à nos propres yeux. Il dit par exemple, ça se peut que votre adversaire réfute la preuve que vous ameniez pour soutenir votre point. Ainsi, la réfutation peut être bonne et laisser l'impression que l'autre a raison, même si en réalité votre point était quand même vrai. Donc, il dit, mettons, vous avez deux personnes qui débattent sur peu importe quoi, là, je ne sais pas, les armes à feu ou peu importe. Prenons cet exemple-là, les armes à feu. Donc, vous avez deux personnes qui parlent de la réglementation des armes à feu. La personne qui est contre la réglementation amène une espèce d'étude et elle prétend que ça justifie que la réglementation... En fait, cette étude-là montre que la réglementation est inutile. L'autre personne... lui rétorque qu'il a mal compris l'étude et qu'en fait, elle dit exactement le contraire.
Donc, ça laisse l'impression que cette personne-là a gagné le débat. Peut-être que en réalité, il y a plusieurs autres études qui montrent que le gars, il avait raison. C'est juste qu'il a choisi la mauvaise étude ou il a mal compris ce qu'il lisait pour étayer son point de vue. Mais ça ne veut pas dire que quand vous gagnez un débat ou que vous avez raison sur quelqu'un, en réalité, vous avez réellement raison au niveau des faits. Et ça, il dit... Cette idée-là qu'on a, puis tout le monde y pense un peu dans sa tête, c'est ce qui nous amène à débattre tout le temps. Parce que même quand on pense qu'on a tort, on se dit peut-être que ça pourrait arriver. Peut-être que je pense que j'ai tort, mais qu'en réalité, quand je vais argumenter, tout le monde va se rendre compte que c'est moi qui ai raison. Et il dit là-dedans, puis ça c'est ce que je vous disais, le côté très pessimiste de Schopenhauer, il dit « Le débat vient de la médiocrité humaine ». Pourquoi? Il dit parce que si nous étions des êtres foncièrement honnêtes, on ferait en sorte de faire ressortir la vérité dans un débat et non le fait d'avoir raison, sans se soucier de ce que l'adversaire avance comme gouvernement. Il dit si nous n'étions pas naturellement vaniteux, nous penserions d'abord et parlerions ensuite. Donc, dans le fond, vaniteux, l'amour de soi, la vanité, dans le fond, le fait qu'on veut être meilleur que les autres. Donc, c'est notre vanité, notre amour de nous-mêmes qui nous pousse à renchérir, donc, dans le fond, à continuer dans le débat là où nous avons tort et à refuser d'admettre ce qu'avancent les adversaires. Ça vous c'est sûrement déjà arrivé, vous débattez avec des gens, vous dites « Non, clairement, c'est moi qui ai raison. » Mais la personne, elle démarre pas de son Christi de point. Je ne sais pas, moi, vous avez étudié, vous, dans le cadre de votre travail, quelque chose par rapport à un point bien précis de loi ou je sais pas moi, de mécanique quelconque ou quelque chose de très concret que vous connaissez, vous savez absolument que vous avez raison. Puis là, vous parlez avec un oncle, une tante, un cousin et cette personne-là ne démarre pas de son Christi de préjugés ou de son histoire. Vous dites, ouais, mais arrête, c'est moi qui... Vous savez qu'elle a raison, mais elle ne démarre pas de ça. Mais ça, c'est l'amour-propre qui fait ça. C'est que la personne elle refuse de vous donner raison parce qu'elle se sent diminuée en le faisant. Il disait qu'il faut quand même excuser que cette malhonnêteté-là n'est parfois pas consciente parce qu'on croit souvent fermement à la vérité de ce qu'on dit. Votre oncle ou votre cousin qui s'obstine avec vous, il est probablement en fait persuadé qu'il a raison dans son histoire. Il ne sait pas techniquement qu'il a tort. Quand je vous disais, parenthèse à part comme ça, quand je vous disais que Schopenhauer est extrêmement important, c'est que avec des petites phrases comme celle-là, cette malhonnêteté n'est parfois pas consciente. C'est aussi quelqu'un, même s'il ne l'a jamais dit, on sait que Freud lu Schopenhauer, il entraînait souvent une copie avec lui vers le début de sa vie, parce que Schopenhauer a été très influent dans le développement de la théorie de l'inconscient. Il a fait beaucoup comme par exemple, je vous disais, le livre qui est écrit sur le petit texte qui est écrit qui s'appelle Sur la métaphysique de l'amour, je pense. Où il explique qu'en réalité, les motifs qu'on a en choisissant un partenaire de vie ou en choisissant une personne, on pense que c'est l'amour, on pense que c'est ci, on pense que c'est ça, mais en réalité, il y a des mécanismes qui ont de l'ordre de l'instinct ou bref, qu'on n'est pas totalement conscient de ça. Donc bref, il n'a jamais utilisé le mot inconscient, mais c'est assurément un précurseur de cette pensée-là. Il dit lorsque l'argument de l'adversaire vous semble juste, il vous vient à l'esprit qu'il faut l'attaquer, pensant ainsi que nous allons montrer ses faiblesses et éclairer notre position comme étant la bonne. Comme je vous ai dit, à cause qu'on sait que des fois, quelqu'un peut avoir raison sur nous au niveau d'un point précis, malgré qu'on ait quand même raison. Donc on dit ouais, son point a l'air bon, mais je vais continuer à renchérir parce que probablement que c'est quand même moi qui ai raison. Et il dit de cette façon, la faiblesse de notre intelligence et la perversité de notre volonté se soutiennent mutuellement. J'adore ces formulations de ce type-là. Donc, pourquoi la perversité de notre volonté? Parce que le but qu'on a en arrière de tout ça, c'est pas de chercher c'est quoi la vérité, c'est d'avoir raison. C'est toujours le même but qui revient. Donc, on résume. Schopenhauer distingue quelques causes à lui appelle ça la dialectique, mais à ce débat, dans le fond, à ces débats qu'on a dans cette manière de débattre qu'on a là, et qui sont liés à quoi? Ils sont liés à, notre malhonnêteté, le fait que même si on sait qu'on n'a pas raison, on veut quand même débattre, notre vanité, c'est-à-dire notre amour de soi, on veut avoir raison parce que ça nous remonte personnellement,
le fait de parler avant de réfléchir, comme il dit. En fait, la plupart des gens, vous allez vous en rendre compte, vous débattez avec eux, ils vous disent des affaires, vous vous rendez compte, c'est clair que la personne a zéro réfléchi avant d'amener ce point-là. Avec notre entêtement. Donc, l'obstination, c'est ça, c'est le fait d'être entêté dans l'erreur. Une autre des causes, c'est que l'expérience, comme je l'ai dit, nous enseigne que des fois, nos arguments sont réfutés, mais ça se peut qu'on trouve un nouvel argument qui va finalement nous donner raison. Et donc, le fait qu'on généralise cette observation-là, donc on se dit dans notre tête, ben c'est déjà arrivé que, bon, OK, la personne avait raison sur tel point, tel point, tel point. Tu sais, comme quand tu débats avec quelqu'un, puis là, la personne semble avoir raison, puis là, t'en as un qui arrive et fait « Oui, mais en même temps, mettons qu'on le voit sous un autre angle. » Et là, tu sais, la discussion s'enchaîne sur autre chose. Bon, ben ça vient du fait que on s'imagine tout le temps quand on débat avec quelqu'un ou qu'on discute avec quelqu'un que ça se peut qu'à un moment donné, on trouve le point qui finit par nous donner raison à nous et pas à l'autre. Bon, il dit comment on fait pour arriver à ça dans un débat? Il dit, ben, chacun possède une espèce de technique de débat naturelle, de dialectique naturelle. Il dit que d'une certaine manière, ça nous est fourni par nos capacités personnelles, notre ruse, puis d'une certaine manière, nos qualités. Il dit ça, c'est différent de la logique, parce que naturellement, les gens ont une certaine forme de logique. Là. Les gens savent que, bon, OK, si je suis dans la maison présentement, je ne suis pas dehors. Des principes quand même assez élémentaires. Là. Ils savent aussi que quand tu te contredis, ben, c'est pas tout à fait une bonne chose quand tu essaies d'argumenter. Donc, ça, c'est la logique, je dirais, naturelle. Donc, sans apprendre les règles de la logique, les gens ont une certaine forme de logique, évidemment. Mais il dit la manière de débattre naturellement et les techniques, ça c'est très peu, ça vous guide beaucoup moins bien que la logique. Donc il dit c'est pour ça qu'en fait il y a des techniques. Et c'est ce qu'il va essayer d'amener là-dedans. C'est important de remarquer que le but de Schopenhauer là-dedans, c'est un peu aussi, c'est cynique, c'est sarcastique, mais c'est un art de repousser les attaques déloyales. Ça fait déjà été fait par Aristote dans un livre qui s'appelle Les Réfutations sophistiques ou dans un texte. Là. Je dis toujours livre, mais des fois, c'est pas nécessairement des livres, c'est des textes. Là. Donc, il dit, en fait, quand vous êtes quelqu'un qui débattait, quand vous êtes un philosophe qui aimait les débats, qui aimait discourir avec les autres, c'est important d'apprendre la logique, mais c'est aussi apprendre l'art de se défendre quand on a raison. Autrement dit, lorsque votre adversaire et vous êtes honnête, vous échangez avec la logique uniquement, mais lorsque vous et ou votre adversaire êtes malhonnête, là, vous avez besoin de ces techniques-là. C'est impossible de dire, en fait, ça c'est un point important, de quel côté est la vérité. On parle d'opinion, on parle de... C'est pour ça qu'en réalité, il y a un débat, parce que les deux parties ne savent pas dans l'absolu qui a raison. Mais les deux sont convaincus, par exemple, ou peuvent être convaincus d'avoir raison. Le débat peut éventuellement permettre de dévoiler ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, mais il n'y a rien qui est sûr là-dedans. Autrement dit, le but, c'est d'avoir raison et non pas de trouver la vérité. Ça, c'est important, c'est de distinguer ces deux trucs-là. Donc, le point de départ du débat, c'est quoi? C'est une thèse qui est posée par l'adversaire ou par nous. Quelqu'un amène une idée. Donc, ça peut être quelque chose d'objectif. Donc, dans le fond, je ne sais pas, moi... la personne a dit le mécanisme de fonctionnement d'un volcan, c'est X, Y, Z. Bon, ça, c'est quelque chose d'objectif. Ou ça peut être subjectif. C'est-à-dire que, moi, je pense que telle personne est comme ça. T'sais. C'est-à-dire que ça réfère dans un cas, ça réfère à un fait, dans un cas, ça réfère à une opinion. Donc, on a les méthodes pour attaquer ce que l'adversaire dit. On a soit une réfutation directe par attaque des fondements, c'est-à-dire on s'attaque à ce que dit la personne, dans le fond, au niveau de ses arguments comme tel, ou on l'attaque indirectement en attaquant ses conséquences. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous dites... je sais pas, moi, la personne a dit le cannabis, c'est pas bon pour la santé.
Là, vous l'attaquez directement au niveau des fondements en disant c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une étude là-dessus qui dit que X, Y, Z, ou vous l'attaquez par les conséquences, c'est-à-dire si vous pouvez lui dire par exemple, oui, mais là, si on admet que ça, c'est pas bon pour la santé, on va être obligé de dire que l'alcool, ça ne l'est pas non plus, telle autre affaire, ça ne l'est pas non plus, les boissons sucrées, ça ne l'est pas non plus, et là, dans le fond, tout devient un peu... Donc, vous comprenez un peu la différence entre les deux, vous l'attaquez directement sur le point, ou vous l'attaquez sur les conséquences de ce qu'il est en train de dire. Il fait la liste là-dedans, c'est ce qui est intéressant là-dedans, il fait la liste de tous les raisonnements qui sont qu'on peut voir dans un débat et qui ont plus ou moins de sens. Le premier, c'est la généralisation caricaturale des positions adverses. Ça, vous voyez tout le temps ça dans un débat politique. Je ne sais pas, moi, telle personne arrive et dit nous autres, on aimerait ça faire un programme pour permettre aux enfants de manger avant d'aller à l'école parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens de faire à déjeuner à leurs enfants. Et là, l'autre personne va arriver et va dire là, c'est ça, mon adversaire politique, lui, si on l'écoutait, le but du gouvernement, c'est de faire des sandwichs au ballonné. Donc, on exagère, on caricature les positions de l'adversaire. Le glissement sémantique, ça c'est une autre technique qui est assez perverse, je dirais. C'est en fait mais ça arrive assez souvent, ça c'est d'utiliser un mot ou une expression dans un sens autre que son sens véritable. Un exemple de ça, c'est le fameux usage durant le temps de la pandémie du terme négationniste. Donc un négationniste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui nie le fait qu'il y a eu un génocide ou une tentative de génocide des Juifs en Europe par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça n'a pas du tout rapport avec des gens qui critiquent les mesures sanitaires. Mais on utilise ce mot-là. Donc, on fait un glissement sémantique, on prend un mot, puis on lui donne une autre signification que sa signification réelle. Et là, vous êtes obligé de vous départir de cette étiquette-là ou de ce mot-là. Vous êtes obligé de vous justifier parce que on vous a collé un terme qui a une connotation. En fait, la personne joue avec le sens des mots en réalité. On a aussi la technique du passage du relatif à l'absolu, c'est-à-dire du changement de contexte. Donc, vous êtes dans un débat, vous parlez d'un truc bien précis, puis là, tout d'un coup, la personne change de contexte. On n'est plus rendu du tout dans les mêmes affaires, donc ça devient difficile de discuter à ce moment-là. On a aussi le passage du particulier au général, c'est-à-dire que vous parlez de quelque chose de très, très précis, un petit point précis, et la personne devient avec des grandes considérations générales. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous parlez de la consommation d'alcool dans les bars et la personne se met à parler de la quantité moyenne d'alcool que les gens prennent dans tel pays. Là, tu dis, ouais, mais c'est pas de ça qu'on parle. Donc là, ça, c'est une manière souvent, c'est une technique qui est utilisée quand je sens que je suis en train de perdre la discussion, en train de perdre le débat. Je pars du particulier, puis je m'en vais au général, ou je pars du général, je m'en vais au particulier aussi. Il y a aussi une technique qui est assez malhonnête qui s'appelle le fait de déguiser une pétition de principe. C'est un mot compliqué, mais bref, une pétition de principe, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on donne un argument qui, en réalité, est circulaire ou se justifie lui-même. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre un peu mieux. Par exemple, si vous dites « J'ai vécu des expériences qui ne peuvent être considérées que comme paranormales, donc les phénomènes paranormaux existent. » Autrement dit, c'est comme quelqu'un qui vous... Je sais pas, la personne dit ouais, mais les fantômes, c'est sûr que les fantômes existent. Tu dis, non, les fantômes, ça n'existe pas. Je veux dire, quand on meurt, on finit dans une tombe, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de vie après la mort. La personne dit, oui, mais il y a des gens qui ont vécu des expériences où ils ont vu des fantômes. C'est donc la preuve que les fantômes existent. Ben non, c'est pas la preuve que les fantômes existent. Mais bref, c'est un argument qui peut être utilisé. La fausse dichotomie, ça aussi c'est une technique qu'on voit très souvent en politique. Vous allez vous rendre compte en fait que tous les points-là, c'est souvent des trucs qu'on voit dans des débats politiques. La fausse dichotomie ou le faux dilemme, c'est forcer l'adversaire à adopter ou rejeter une proposition. Donc, par exemple, on voit souvent ça dans des questions de journalistes. Oui, mais monsieur un tel, seriez-vous plutôt d'accord à ce qu'on fasse ça ou ça?
Là, tu dis, ben, aucun des deux. Moi, oui, mais là, c'est parce que si vous dites non à ça, ça veut dire que telle affaire. Donc, on force les gens à adopter ou à rejeter une proposition. Êtes-vous pour ou en fait c'est ce que fait la CAQ par exemple quand ils ont demandé aux députés de voter sur une motion s'il y avait confiance à la santé publique. Ça c'est un genre de faux dilemme, c'est-à-dire qu'ils savaient très bien qu'en faisant ça, soit les gens disaient oui on a confiance à la santé publique et donc on a confiance à la science puis nous autres on est sérieux, soit on dit non parce qu'on n'a pas confiance dans la gestion politique de la crise, ce qui fait que après ça, eux autres, ils peuvent vous dire « Ah, mais regarde, ils ont voté contre la santé publique, donc c'est des gens qui sont contre la science, etc. etc. » On a aussi la technique du contre-exemple erroné ou non pertinent, ou en fait, c'est d'utiliser un exemple qui n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on raconte, mais ça peut donner la fausse perception qu'on a raison. On a aussi la technique de retourner l'argument contre l'adversaire. Ça arrive très, très souvent. C'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose, là on dit oui, mais ce que vous dites, ça implique que telle affaire. Donc, vous n'avez pas raison, etc., etc. On a aussi l'argument du refus des conséquences. Ça, c'est en fait un argument qu'on entend très, très, très souvent. C'est quelqu'un qui va dire « Ouais, c'est peut-être vrai en théorie, mais pas en pratique. » Donc, puis souvent, c'est basé, en fait, sur pas grand-chose. Là, on arrive dans les trucs un peu plus vicieux. En fait, on a le détournement de l'attention ou le fait de masquer les intentions. Puis ça se décline en plusieurs points. Donc, on a forcé l'adversaire à admettre nos prémices en le confondant par des questions nombreuses et rapides. Ça, en fait, c'est la technique du journalisme. On arrive, on donne 12 questions en même temps, puis là, l'adversaire est un peu déstabilisé, puis il se met à répondre un peu n'importe quoi. Aussi, l'autre affaire qui est très vicieux, c'est feindre d'adopter les positions de l'adversaire pour mieux les réfuter. Donc, oui, mais mettons que je suis d'accord avec vous, monsieur Untel. Ça voudrait dire que telle affaire, telle affaire, telle affaire, donc ça n'a aucun sens ce que vous racontez. Donc, ça, on l'entend aussi souvent. On a aussi évidemment des techniques comme la provocation, l'interruption, donc couper la parole, la diversion, détourner le débat sur un autre sujet, de préférence vaguement relié au débat actuel pour pas trop que ça paraisse, mais en le faisant en adressant des reproches à l'adversaire. Par exemple, on est en train de parler de la peine de mort et vous enchaînez comme par hasard sur l'exemple de quelqu'un qui a fait de la prison pour vol alors qu'il n'était pas coupable. Pourquoi vous faites ça? Pour montrer qu'il y a probablement des gens qui pourraient se faire donner la peine de mort alors qu'ils ne sont pas coupables. Mais alors, on ne parle pas de vol, on parle de crimes pour peine de mort, qui sont des trucs beaucoup plus graves en général.